Bonjour à tous et à toutes. Je salue moi aussi le nombre de participants dont je vois le chiffre augmenter de minute en minute. Je vous remercie de participer à cette réunion. Quelques mots tout d'abord avant d'aborder le fond sur la situation actuelle de la fédération. Stéphane Landreau, notre nouveau directeur général, qui se réjouissait de ce webinaire et de pouvoir y participer et vous rencontrer au moins virtuellement tous, Véronique Dandonneau, conseillère technique, qui a beaucoup œuvré à la préparation de ce webinaire, sont tous les deux atteints de la Covid-19. Ils en ont une forme assez grave. Stéphane est en train tout doucement de remonter après 10 jours difficiles. Véronique est encore, on va dire, au creux de la vague, malheureusement. Leurs familles sont atteintes. Permettez-moi d'avoir une pensée pour eux parce que c'est vraiment compliqué pour eux. C'est un peu compliqué pour nous aussi parce que nous avons 2 membres éminents de l'équipe qui sont absents, parce que à partir du moment où un membre de l'équipe a été malade, toute l'équipe s'est mise en télétravail, en distanciel depuis maintenant une dizaine de jours. Et donc, même si toutes ces machines fonctionnent très bien, c'est quand même un peu, ça ne facilite pas la tâche. Donc, voilà la situation. Nous avons néanmoins décidé de maintenir ce webinaire parce que vous étiez très nombreux à vous être inscrits et que nous vous le devions, parce que l'équipe s'est fortement mobilisée pour la réussite de ce webinaire, et que donc mener ce travail jusqu'au bout, c'était vraiment saluer cet engagement. Et je remercie chacun des membres et Vincent tout particulièrement, Vincent Blanchon de tout cet investissement pour y réussir. Et puis parce que nous vous le devions à vous, qui allez présenter pendant toute cette matinée vos actions pour le développement d'une justice de proximité de qualité. Donc, nous pensions qu'il était indispensable que nous puissions faire cette présentation et cet échange autour de ce concept qui n'est pas qu'un concept, qui est une réalité dans ce que nous faisons à la Fédération et dans vos associations depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Alors, soyez assurés que malgré cette difficulté, nous continuons à être disponibles à la Fédération, et vous le savez, pour tous ceux qui ont essayé de nous contacter et avec lesquels on a travaillé depuis une dizaine de jours. Je souhaite également saluer Denis Lourd, qui est quelque part présent parmi vous. Denis Lourd, vous le savez, a quitté ses fonctions pour partir en vacances fin février, puisqu'il a été remplacé par Stéphane Landreau. Il est actuellement en congé et partira en retraite véritablement en juin. Mais il nous fait l'amitié de participer ce matin à ce webinaire, et il a été très présent pour la préparation, et je l'en remercie lui aussi. Voilà. Alors, revenons maintenant à notre webinaire. Si nous avons décidé de le maintenir, c'est aussi parce que la décision dans l'organisation de ce webinaire, elle a été prise en octobre 2020. Petit créneau où nous avons pu organiser une réunion en présentiel du conseil d'administration. Et il nous est apparu évident au conseil d'administration que la volonté du ministre de développer la justice de proximité, cette volonté, elle croisait fort opportunément notre engagement quotidien et notre conception du développement des mesures alternatives aux poursuites, de tous les aménagements, et que ce soit pour les personnes majeures ou pour les enfants et les adolescents.
et qu'il nous paraissait important de visibiliser tout ce qui était fait et encore une fois, de confronter notre conception de la justice de proximité et d'une justice de proximité de qualité, d'une justice de proximité à fort contenu éducatif avec l'organisation actuelle de la justice au quotidien, et particulièrement de la justice pénale. Vous le savez, le garde des Sceaux, dans sa circulaire du 15 décembre 2020, promeut une déclinaison géographique de la justice de proximité, et c'est relativement nouveau, pas seulement une déclinaison géographique, mais aussi, selon ces directives, et je le cite, il faut faciliter l'accès au service public de la justice et apporter une réponse pénale crédible, effective et rapide qui prenne en compte la victime tout en assurant une réadaptation de l'auteur. Cette orientation me paraît devoir être relevée. Elle est particulièrement intéressante puisqu'elle correspond très exactement à ce que nous disons, et je pourrais même aller dire ce que nous clamons depuis donc fort longtemps. Depuis fort longtemps, nous disons qu'il ne s'agit pas seulement de diversifier les lieux, donc d'avoir des maisons de justice et du droit, des points d'accès au droit, des lieux de permanence diverses et variés, mais qu'il faut surtout diversifier les réponses apportées à la justice. Ces réponses, elles existent dans la loi depuis fort longtemps, là encore, mais elles ne sont pas utilisées jusqu'à présent dans toute leur palette. Pour répondre aux actes de délinquance de ce qu'on appelle la justice du quotidien, avec ce double souci de réadaptation des auteurs et d'accompagnement des victimes. Il me paraissait important de relever cela en début de cette matinée, parce que c'est vraiment deux pieds sur lesquels vos actions sont aujourd'hui construites. C'est pour la plupart d'entre vous ce que vous faites, vous, associations, au quotidien, des réponses pénales ciblées, à fort contenu éducatif, qui s'appuient sur la palette d'actions définie par la loi, mises en œuvre par des professionnels, en lien avec les juridictions évidemment, et dans le cadre d'un travail en réseau pour accompagner les auteurs et prévenir la réitération. Cet immense travail, nous avons pensé dès le mois d'octobre qu'il devait être visibilisé, qu'il devait faire l'objet d'un partage de pratiques, et c'est l'objet de ce webinaire. En effet, de nombreuses associations de ce type sont mises en œuvre par les associations de nombreuses mesures, de ce type sont mises en œuvre par les associations du réseau. Nous allons le voir au cours de la matinée, au cours des échanges, dans un dialogue toujours constructif avec les juridictions. Et là aussi, nous aurons plusieurs exposés qui nous le montreront. Mais bien au-delà de cette matinée, cet engagement et cet apport au fonctionnement de la justice pénale du quotidien, nous pensons qu'il devrait être plus reconnu à sa juste mesure et mieux pris en compte par les décideurs. Il y a en effet plusieurs axes de travail sur lesquels nous sommes en attente de travaux à poursuivre ou bien de réponses de la chancellerie. Et avant de démarrer nos échanges, il me semble tout à fait important de les rappeler. Tout d'abord, une évidence qui mérite d'être rappelée, développer la justice de proximité, une justice de proximité de qualité et à fort contenu éducatif, c'est être soucieux de l'égalité de traitement des justiciables sur l'ensemble du territoire. À cet égard, nous pensons qu'il y a beaucoup à faire encore. D'une part parce que aujourd'hui, on peut dépendre encore beaucoup du bon vouloir ou du dynamisme de tel ou tel territoire, de telle ou telle juridiction, et aussi parce que les associations, nos associations, mais les associations en général, pas seulement celles de notre réseau, ne sont pas présentes sur l'ensemble du territoire. Vouloir développer une justice de proximité de qualité, c'est nécessairement se donner les moyens de mettre en place partout de manière volontariste
l'ensemble des mesures et ne plus dépendre seulement de la volonté de telle ou telle personne ou du dynamisme de tel ou tel service. C'est le travail sur le schéma d'intervention que nous appelons de nos voeux depuis si longtemps et que nous voudrions vouloir démarrer réellement maintenant, malgré les difficultés liées à la situation sanitaire. Vouloir développer une justice de proximité de qualité, c'est être aussi en capacité de l'évaluer. La circulaire du garde des Sceaux le mentionne. La chancellerie a mis en place des indicateurs d'évaluation des mesures mises en œuvre par les juridictions. Des moyens financiers importants ont été donnés au garde des Sceaux pour le développement de cette politique, mais comment va être mesuré le contenu éducatif? Les actions que nous mettons en place dans nos associations sont définies, elles sont évaluées, nous avons des indicateurs d'évaluation dans les cadres de conventions, la plupart du temps passées avec les juridictions. Nous disposons de référentiels des mesures, donc nous pouvons mesurer l'impact des mesures à l'aune de ces référentiels. Il faut que ces évaluations soient mieux prises en compte, soient réalisées pour toutes les actions, pas seulement celles mises en œuvre par les associations. Et il faut que ce travail soit reconnu et payé à son juste prix. Parce que vouloir développer une justice de proximité de qualité, c'est bien évidemment en confier la mise en œuvre à des professionnels formés. Nous disposons en Citoyens et Justice d'un service de formation reconnu qui fonctionne à plein régime malgré la situation actuelle. Nous sommes convaincus que seuls des personnels formés peuvent réaliser un accompagnement de qualité dans le cadre d'une intervention prédéfinie et qui peut être évaluée. Développer une justice de proximité de qualité, c'est enfin décider de coordonner et de structurer les actions proposées, tant par le secteur associatif que par le secteur public. Nous sommes convaincus à Citoyens et Justice que, compte tenu des enjeux, le secteur public et le secteur associatif doivent réunir leurs efforts dans le cadre d'une complémentarité. Nous pensons qu'il est urgent de la définir, tant pour les personnes majeures que pour les personnes mineures. C'est un travail que nous menons actuellement avec la direction de la protection de la jeunesse et que nous souhaitons développer. Et c'est un travail que nous souhaitons mettre en place avec la direction de l'administration pénitentiaire. Là aussi, il y a eu de nombreux travaux, déjà de nombreuses discussions, mais il faut qu'on arrive à aboutir. Alors, il y aurait encore beaucoup à dire sur l'action des associations dans la justice du quotidien, sur leur réactivité, sur leur adaptabilité, sur leur capacité à s'emparer d'une problématique soulevée par tel ou tel magistrat pour apporter une réponse ciblée à tel acte de délinquance ou à tel type de comportement délinquant. Et tout ceci dans un contexte où les difficultés de financement rencontrées rendent chaque jour plus difficile ce travail. Mais je suppose que tout ceci sera évoqué par les uns ou par les autres, donc je ne vais pas y revenir, je le mentionne simplement. Et je ne veux pas prendre plus sur le temps de nos intervenants, puisque nous ne disposons que d'une matinée. Mais je voudrais conclure ces propos introductifs sur 2 points. Le premier, c'est que, je l'ai dit, mais je le rappelle, tout ceci s'applique en tant aux majeurs qu'aux mineurs. La Fédération promeut la déclinaison de toute la palette des mesures à destination des jeunes délinquants dans et par les associations, en lien avec les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Le focus sur la première réponse pénale à caractère éducatif dans un objectif de prévention de la réitération s'inscrit parfaitement dans l'ADN de nos associations. Il est plus développé actuellement pour les majeurs, mais il est en train d'être mis en place dans de nombreux services associatifs pour les jeunes délinquants, comme on les appelle, ou comme on les appelait quand j'étais encore juge des enfants, c'est-à-dire il y a fort longtemps. Il y a encore de nombreuses juridictions dans lesquelles toute la palette des mesures n'est pas mise en place pour ces jeunes. Nous avons fait des propositions à la direction de la protection de la jeunesse. Nous souhaitons poursuivre ce travail de co-construction au plus vite. Et il est certain qu'il y aura au moins une journée consacrée à cette thématique dans les mois à venir. En second lieu, je veux conclure mes propos. Je ne peux pas conclure sans évoquer la situation sanitaire et les conditions particulières dans lesquelles vous, professionnels, vous devez travailler aujourd'hui
et qui ne sont pas, à mon sens, suffisamment prises en compte par le ministère de la Justice. Les travailleurs de seconde ligne, ce sont aussi les travailleurs sociaux, les intervenants socio-éducatifs, tous ceux qui réalisent des enquêtes, qui se rendent dans les tribunaux parce que ça leur est demandé par tel ou tel magistrat qui exige du présentiel pour faire les enquêtes, parce que ça n'est pas possible de le faire autrement au regard des délais, parce qu'il n'est pas normalement possible, je le rappelle, d'envoyer par mail une enquête, c'est formellement interdit par le RGPD, même si tous les jours des associations le font à la demande des juridictions. Je pense à tous ceux qui vont dans les familles ou qui les reçoivent, tous ceux qui travaillent dans des centres d'accueil, dans des foyers. Tout cela, aujourd'hui, malgré la situation sanitaire, malgré les différentes étapes des confinements, ils sont confrontés à une réalité qui est qu'ils sont en première ligne. Or, tout cela, ce sont les grands oubliés du fonctionnement de la justice. Il y a des textes qui sont sortis pour un certain nombre de personnels des services publics, mais pas, à ma connaissance, pour les personnels des services associatifs. Tout cela n'ont pas accès aux services de garde pour leurs enfants, alors qu'à l'évidence, le télétravail leur est impossible. Ils n'ont pas accès aux primes, puisque celles-ci ne sont pas financées par les collectivités territoriales ou bien nationales qui financent nos actions, et ils ne sont pas prioritaires pour la vaccination. Donc, tout ceci, ils sont pourtant des rouages essentiels du fonctionnement de la justice et donc de notre société. Et je souhaitais saluer ici leur travail et leur courage et saluer l'ensemble des responsables associatifs qui doivent au quotidien organiser ce travail, manager tous ces personnels dans les difficultés que l'on connaît. Voilà les quelques propos que je souhaitais vous faire en introduction. Avant de laisser la parole aux différents intervenants, je souhaite que nous travaillions tous dans la plus grande confiance les uns dans les autres, dans le partage d'informations et que nous puissions échanger. Nous ne serons pas forcément tous d'accord tout le temps, c'est l'intérêt de ce type de réunion. Et souhaitons que la technique nous permette d'aller jusqu'au bout de ce webinaire.